Merci effectivement pour cette invitation, mon cher Ali. Et quand j'ai vu le titre de votre colloque, Colloque international pour la paix, je me suis dit, c'est pas pour demain matin. Et donc, j'ai regardé, bien évidemment, quelques personnes, et notamment Kant, qui s'étaient attaqués à ce projet ô combien difficile. Kant, en 1795, à Königsberg, lève la tête et dans une auberge, il découvre un tableau d'un cimetière avec la mention « paix éternelle ». Jusque-là, on ne peut pas le contredire. Et puis, il se met à phosphorer et il publie en 1995 donc un essai sur la paix perpétuelle en une centaine de pages, et je vais essayer de faire bref et de vous le résumer. Il analyse les conditions d'une paix perpétuelle. Au passage, j'ai cru entendre quand même autour de cette table qu'il y avait encore quelques utopies qui régnaient fortement. Mais ça, je pense qu'ils se découvriront les uns ou les autres, parce que je crois qu'il n'y aura pas de paix perpétuelle. Et donc l'analyse rapide de la paix perpétuelle de Kant est divisée en plusieurs sections. La première section, on ne regardera pas comme valide tout traité de paix qui prépare la prochaine guerre. Et nous avons un certain nombre d'exemples très récents. Un traité doit anéantir tous les sujets pour recommencer la guerre. Ne pas contracter des dettes pour action extérieure. Pas d'ingérence, pas de guerre de punition. Les mathématiques fondent les lois universelles. Peut-être. Seconde section, l'état de nature est un état de guerre. Premier article, la constitution civile de chaque État doit être républicaine. Second article, il faut que le droit public soit fondé sur une fédération d'États libres. Troisième article, le droit cosmopolite, c'est-à-dire le droit international, doit se borner aux conditions d'une hospitalité universelle. Ah bon? Premier supplément, la nature garantit la paix perpétuelle. Second supplément, pas d'article secret dans les procédures du droit public. Et enfin, il y a une appendice sur morale et politique. L'idée doit être transcendante. Et la conclusion, je vais vous la lire et je épelle chaque mot. Concevoir l'espérance par des progrès sans fin du règne du droit public. La paix perpétuelle n'est pas une chimère, mais un problème dont le temps abrégé par l'uniformité des progrès de l'esprit humain nous promet la solution. Et j'ai rajouté, en attendant les calendes grecques. Il est clair que Kant distille de parfaites utopies qui sont encore partagées aujourd'hui par pas mal de personnes. Alors, pourquoi les guerres perpétuelles? Parce qu'il faut quand même regarder la réalité en face. Il n'y a pas de paix, mais il y a des guerres perpétuelles. Ça, c'est une certitude. Et donc, il faut quand même aussi, je dirais, remonter et voir que plus près de 2000 ans et même davantage, la planète n'a été faite que de guerres. Et aujourd'hui, cette planète, c'est un village planétaire, profondément transformé par la révolution technologique qui réduit toutes les distances et surtout l'espace-temps. C'est le règne de l'immédiateté de la mondialisation. C'est très important. Mais la mondialisation, dans l'histoire de l'humanité, n'est pas nouvelle. Il faut savoir que dès l'Antiquité, avec, je dirais, des vitesses de cheval, du cheval ou de l'homme, il y avait déjà des échanges très forts, par exemple, entre le bassin méditerranéen et les pays scandinaves. Donc les conflits étaient à l'époque des conflits, je dirais, par petits effectifs pour conquérir des terres, voire des richesses. Depuis les temps historiques, les conflits sont nombreux en Mésopotamie, en Égypte et en Méditerranée. Leurs motivations sont l'esprit de conquête. Les conquérants veulent de nouvelles terres ou répondent à des aspirations messianiques ou impérialistes. L'impérialisme de Rome est bien connu et est fondé sur la supériorité de la civilisation sur les barbares que les Gaulois étaient en particulier, ce qui est une ineptie. Les religions monothéistes également sont animées d'une vision eschatologique de puissance au nom de leur vérité divine.
Et ça, c'est bien le cas, ça a été le cas pour les croisades, et c'est le cas pour le djihad de l'islam. Les colonisations qui ont engendré des conflits non moins sérieux, elles ont de multiples motivations. En 1830, l'expédition française répond aux multiples razzias des Barbaresques sur les côtes françaises. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'en réalité, à l'époque, il y avait une forte insécurité dans tout le bassin méditerranéen et les États-Unis eux-mêmes ont envoyé une flotte pour y mettre un terme. C'est le temps des guerres barbaresques. Alors ça, c'est complètement oublié, je dirais, dans ce qui est aujourd'hui, notamment dans les relations franco-algériennes. La colonisation s'est faite ensuite au nom de la civilisation, bien évidemment. Quand on reprend un certain nombre de discours d'un Jules Ferry et autres, on s'aperçoit que, bien évidemment, il y avait des barbares et que nous avions la civilisation. Donc, au XIXe siècle, France, Allemagne se lancent et le Royaume-Uni se lance dans des guerres coloniales. Au XXe siècle, on sait très bien qu'il y a eu 3 guerres principales, la franco-prussienne, la Première Guerre mondiale et la deuxième qui a terminé la guerre de 14-18 par l'écrasement de Hitler. Donc il est vrai qu'on savait déjà dès le traité de Francfort 1870 que ce n'était qu'une trêve avec l'annexion de l'Alsace-Moselle. Et sur ce point, on peut dire que Kant avait raison, ne sachant pas qu'il y aurait eu un traité de Francfort, et que, bien évidemment, ce traité en préparait une autre derrière. C'est la même chose pour le traité de Versailles, qui, comme vous le savez, a été un traité ô combien difficile, avec des tiraillements notamment entre les Alliés, et qui a été un motif notamment à Adolf Hitler pour recommencer la guerre en 1939, et notamment avec cette fameuse formule du chancelier allemand qui a salué les troupes allemandes qui sont revenues à Berlin par la fameuse phrase « Je vous salue, vous qui revenez à la mère patrie, invaincus ». Invaincu. Donc c'est toute l'histoire du Dolchstoßlegende qui a fortifié et qui a amené ensuite Hitler, bien évidemment, au pouvoir. Alors, un mot sur les guerres d'aujourd'hui. Je vais en prendre 2. Elles ont déjà été évoquées. Il y a bien sûr la guerre d'Ukraine et le conflit du Proche et du Moyen-Orient. L'Ukraine, ne vous trompez pas, c'est une guerre américano-soviétique qui poursuit la guerre germano-polonaise de 1919. Chose qu'on ne sait pas, car effectivement, en Ukraine, telle qu'elle existe aujourd'hui, il y a une partie occidentale et une partie, je dirais, pro-russe. Et en 1919, l'Allemagne a poussé les Ukrainiens nationalistes à se révolter contre les Polonais. Il y a eu 80 000 morts tués par, justement, les Ukrainiens. Et donc, vous savez ce qui s'est passé, l'Ukraine passe sous le joug des Soviétiques, Staline les affame. À l'opération Barbaroussa, en 1941, entrée des nazis, accueillie à bras ouverts par les Ukrainiens, hein, et ça a été un massacre, notamment des Juifs. Je pourrais même vous raconter quelque chose à ce propos, puisque j'ai décroché mon téléphone pour appeler France Info, et notamment... c'est un journaliste français qui parle avec un correspondant en Ukraine. Et donc, je l'ai entendu sur France Info, assis à mon bureau, et à ce moment-là, le type en question lui dit « Alors, vous êtes en train de préparer des cocktails Molotov ?» Et l'autre lui dit « Non, 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 on ne les appelle pas les cocktails Molotov, on les appelle les cocktails Bandera. » Je décroche mon téléphone, j'appelle la rédacteur en chef, je lui dis « Vous savez qui c'est, Bandera ?»« Non. » Eh bien, c'est le chef de la Gestapo ukrainienne pendant la guerre. Il y a eu un blanc, le papier n'est pas passé 2 fois. Bien. Et donc, on sait très bien ce qui est arrivé. En 1968, et ça a été signalé tout à l'heure, George Kennan a publié dans un article de Foreign Affairs un papier disant si les États-Unis continuent de pousser leur avantage et d'avancer notamment et tirer les moustaches du nounours soviétique, on va à la catastrophe. Et ça s'est passé. Nikita Khrouchtchev, vous le savez, avait
raccroché l'Ukraine en 54 à l'Ukraine, la Crimée, pardon, à l'Ukraine, au sein de l'URSS, Et donc, on a appris, alors ça, je peux vous dire que j'ai entendu moi-même le ministre des Affaires étrangères français nous mentir comme un arracheur de dents, que les accords de Minsk, c'était parfait, que c'était la solution, et qu'il fallait, dans ce truc à quatre, où il y avait donc les Russes, il y avait l'Ukraine, il y avait l'Angleterre et la France, trouver la solution. Et comme par... Et l'Allemagne, oui, pardon. Et à ce moment-là, on a appris de manière, je dirais, tout à fait extraordinaire, Madame Merkel dire que tout ça c'était du vent, et que ça a été confirmé par François Hollande en disant que ça n'avait qu'un objectif, le réarmement de l'Ukraine. Comment pouvez-vous créer les conditions d'une solution diplomatique avec de tels mensonges? Et alors je tiens à vous dire que, à ce titre, je ne crois plus jamais, sans avoir vérifié auparavant ce que nous disent les gouvernements, qu'ils soient français ou un autre. On est dans un monde de manipulation de A à Z. Voilà. Et donc, il est clair que il ne faut pas oublier aussi que l'Ukraine a bombardé le Donbass, c'est-à-dire ses propres concitoyens, hein, et qu'il y a eu 15 000 morts. Alors, en 22, la Russie attaque l'Ukraine, et donc il est clair que ça a été un échec, ça c'est clair, sur le plan militaire. À Istanbul, il y a eu des pourparlers en mai-juin 22 pour trouver une solution, et comme par hasard, c'est Boris Johnson qui a dit pas question, on refuse cet accord et on va vous armer. Je crois que les Américains n'étaient pas tout à fait aussi neutres à ce propos. Et donc, en 25, Trump, aujourd'hui, cède à Poutine pour le mettre dans son jeu, parce qu'il y a un jeu à trois. Moi, je pense que c'est ça. Il y a Washington, il y a Moscou et il y a Pékin. Et l'objectif, c'est essayer pour les Américains de récupérer la Russie par ce qui peut se passer, notamment en Pékin. Et je dirais, pour conclure cette partie sur cette guerre, Zelensky aurait dû savoir ce que Phèdre a dit il y a déjà très longtemps, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Voilà. Et donc, alors maintenant, ce qui est clair sur cette guerre, c'est qu'elle n'est pas bleu-blanc, et que les Russes soviétiques sont aujourd'hui, et les Américains ont poussé les Russes dans une impasse stratégique. Alors le Proche et le Moyen-Orient, avant que j'essaye de comprendre pourquoi. Alors le Proche et le Moyen-Orient, c'est bien sûr l'Irak, d'abord, ça commence comme ça, avec, vous savez, ce qu'avait dit le président Bush à Chirac, Dieu m'a dit de faire la guerre. Voilà, Dieu a parlé à Bush et lui a dit de faire la guerre et de chasser Saddam. Et donc ça déstabilisait tout le Moyen-Orient. Et là, il y a eu un chef, un proconsul, que je vous demande de retenir le nom, c'est Paul Bremer. Paul Bremer, alors même que les Américains, lorsqu'ils ont vaincu le Japon, ont agi avec intelligence. Ils ont laissé en place l'empereur, et ensuite ils ont simplement récupéré quelques fauteurs de troubles et criminels de guerre qu'ils ont pendus. Mais là, Bremer, il fait une faute. Il est proconsul et il licencie les cadres de l'armée de Saddam qui passent tous à l'opposition islamique. C'est un gâchis le plus total. Et c'est l'enclenchement de la guerre civile irakienne. Et donc, on assiste alors à ce qui est une litanie, bien évidemment, au Proche-Orient, parce que ça, c'était le Moyen-Orient, mais tout est lié, et au Proche-Orient. Alors, j'ai mis ici toute la liste de ce qui s'est passé, 80 naissance du sionisme, déclaration Balfour, ça a été souligné par mon ami Michel, mandat britannique, rescapé de la Shoah, attentat de l'hôtel King David, hein, où là, il y a eu un attentat de l'Irgun, vous le savez, et il y a eu le plan de partage, proclamation de l'État d'Israël, et au printemps 48, massacre des paysans palestiniens par des juifs extrémistes au village de Den Shalem, 250 tués, et plusieurs villages palestiniens sont détruits. Il ne faut pas oublier ça. C'est que dans ce conflit,
il y a une proto-histoire qui se véhicule. Ensuite, vous avez donc des accords de Rhodes qui mettent fin à la première guerre israélo-arabe et dont les lignes de démarcation ont duré jusqu'en 67. Ensuite, en 56, c'est la deuxième guerre israélo-arabe, création de l'OLP en 64, guerre des 6 jours en 67, Munich, 11 attentats, les Israéliens assassinés par Septembre Noir, bref, ensuite la guerre du Kippour, novembre, droit des Palestiniens à la souveraineté nationale, et ça c'est important, à l'Assemblée générale de l'ONU, et en novembre 75, l'AG de l'ONU adopte la résolution 72, le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale, et ça c'est proclamé par l'AG. Bien évidemment, c'est pas au Conseil de sécurité. Enfin, on a des visites, ça se calme un peu, en 77, Anwar el-Sadat à Jérusalem, traité de paix au camp David, paix pour la Galilée, Tsahal envahit le Liban, chasse l'OLP Arafat à Tunis, massacre dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, Israël bombarde l'OLP à Tunis, intifada, bref, et là vous avez une carte qui vous montre ce qu'a été, je dirais, le recroquemillant, si on peut exprimer comme ça, de l'évolution de la Palestine depuis 1946. Le premier, vous avez quelques taches jaunes, ce sont, je dirais, les implantations d'Israël, enfin des Juifs, et ensuite vous voyez où ça nous mène. C'est-à-dire que, véritablement, les Palestiniens ne sont plus chez eux, et qu'on le veuille ou non, et il y a un autre peuple qui est là. Et donc, en 99, on a les accords de Sharm el-Sheikh, on a le sommet israélo-palestinien au camp David, qui est un échec, deuxième intifada, et ça va nous mener au blocus de Gaza par Israël en 2008, et enfin, plomb durci en 2008, Israël à Gaza avec de multiples incidents. Novembre, Palestine est reconnue statut d'observateur à l'ONU, et on va arriver rapidement, parce que vous avez toutes ces dates qui vous sont connues, où on a le 24 novembre, première trêve de libération de 80 otages suite à l'attaque du 7 octobre 23. Il y a 80 otages contre 240 prisonniers palestiniens, et on continue avec des corps qui sont maintenant livrés. Alors, essayons de comprendre. Et c'est là où je veux dire qu'il faut retomber les pieds sur terre. Si j'ai choisi ces deux conflits, ils conjuguent à mes yeux toutes les raisons des adversaires d'avoir les bons motifs pour se faire la guerre. C'est ça la réalité. La recherche de la sécurité, vous l'avez dans les deux cas. L'autre est un ennemi qui veut m'anéantir. Alors c'est essentiellement entre le Hamas et les Israéliens. C'est moins vrai dans le conflit sur l'Ukraine, mais il est clair que du côté ukrainien, on a quand même ce sentiment. La volonté des gains territoriaux au nom des mythes ancestraux, la loi du retour. La loi du retour. Le désir de retrouver un passé glorieux. Ça, c'est aussi chez les soviétiques, ou les Russes, c'est la même chose. J'ai bien connu les soviétiques, car je m'y suis opposé quelquefois, notamment à Berlin, et je peux vous dire que je les connais parce je les traitais toujours de Russes quand j'étais à Berlin, ils étaient soviétiques, et maintenant je les traite de soviétiques, car c'est les mêmes. Ils ont la même pensée, c'est ça le problème. Et donc le droit pour soi, au nom de Dieu, mon Dieu est la vérité, j'en suis le bras séculier. Ça, c'est une réalité. Légitimité des représailles en réponse, chaque conflit est une proto-histoire, c'est une sorte de vendetta permanente. J'incarne des valeurs politiques parfaites, ma mission les faire partager par les autres. Le progrès politique par la force, c'est ce que vous avez dit, mon cher professeur. Ma puissance, c'est mon droit international. Alors là, je m'arrête un instant. Tout à l'heure, j'ai entendu des leçons de droit international. J'ai passé 10 ans de ma vie à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. J'ai défendu des dossiers multiples et variés. J'ai été notamment le juriste de Trichet quand on se baladait partout dans le monde pour des accords. Le droit international, depuis 1945, est un droit inégalitaire. Il est celui de la puissance.
Et quand j'entends aujourd'hui des procès qui sont faits à la Russie, qui n'est pas le boussin du jour, mais qu'on me dit que bien évidemment on a oublié l'art et la manière dont les Américains ont envahi l'Irak, je suis stupéfait. Je vous le dis comme je le pense. Le droit international est celui du plus fort, en dehors de quelques principes fondamentaux qu'on connaît notamment pour les relations consulaires ou les relations diplomatiques, et encore. Donc, il n'y a pas de droit international. Il y a celui qui le prime, et celui qui le prime, c'est celui qui a la force, un point à la ligne. À ce dernier titre, il ne faut donc pas être naïf. C'est aussi le retour des actions unilatérales depuis des lustres, et on le voit, quand vous regardez le comportement des deux puissances, voire même de nous, etc., on sait très bien que le multilatéral, qui est utile, il peut générer quelque chose. Il a déjà généré dans le passé la lettre de change. Hein? C'est né de des relations, je dirais, commerciales. Mais ce n'est pas la solution. On sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde inégalitaire et que le droit international est celui du droit du plus fort. Un point à la ligne. Et donc, il y a aussi un problème, c'est qu'au Proche-Orient, ce qui règne en maître, c'est la haine. C'est la haine de part et d'autre. De part et d'autre. Je me souviens toujours d'un film qui était un film israélien où il y avait une querelle autour d'un puits, au tout début d'Israël. Et il y avait une remarque, dont il y avait d'un camp quelqu'un qui voulait prendre son fusil et flinguer les paysans palestiniens qui étaient là, et l'autre disait c'est le contraire, et il y en a un qui disait moi je vois la solution au bout de mon fusil. Et ben voilà, ça s'est enclenché et on y est aujourd'hui. Le village, alors où en est-on aujourd'hui dans ce brave monde? Le village planétaire foisonne et se nourrit d'une multitude d'idéologies religieuses, politiques, économiques, commerciales qui se concurrencent, s'entrechoquent, s'entredéchirent en permanence pour leur cause au nom de la vérité. La raison universelle régnera peut-être un jour où chaque homme sera convaincu de cet adage que je vous livre, de suivre celui qui cherche la vérité et de fuir celui qui l'a trouvé. C'est un proverbe indien. Et donc, d'ici là, comme disait Plaute, ça a été cité tout à l'heure par mon ami Gérard-André Dumont, Homo homini lupus sera toujours la clé de voûte du genre humain. Je vous remercie.